Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je suis ici aujourd'hui au nom de la directrice Dr Drouin pour faire un suivi sur l'opération de dépistage en lien avec les cas de COVID dans les bars de Montréal. Mon premier message sera un message de remerciement. On voulait d'abord dire merci à la population de Montréal, notamment aux jeunes qui se sont prévalus du dépistage dans les derniers jours. On a vraiment vu une réponse formidable. Je peux dire que les chiffres qu'on a en ce moment nous indiquent qu'il y a eu une augmentation d'environ 50% du nombre de tests qu'on a fait en fin de semaine comparé à la fin de semaine précédente. Et puis, ça continue. Alors, ça, c'est déjà pour nous vraiment un bon signal. On voit que la recommandation a été entendue et que la population répond. Je voulais aussi dire un gros merci au Réseau de la santé à Montréal. Je vais être franc avec vous, on a entendu des histoires de files d'attente, on sait qu'il y a une certaine attente pour les tests et puis on le travaille. Je peux vous dire qu'on le travaille étroitement avec tous les gens dans les CIUS qui travaillent fort pour pouvoir augmenter rapidement la capacité. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on est à un moment dans l'été où on voulait donner un petit répit à tout le monde dans le réseau qui a travaillé fort pendant la première vague. Et puis, ça fait que ça nous prend un peu plus de temps pour remobiliser du monde, pour venir combler cette capacité-là. Mais pour moi, comme représentant et médecin de la santé publique, je peux vous dire que j'aime mieux voir des gens qui se prévalent du dépistage que de ne pas voir ces jeunes-là et ces gens-là venir se faire dépister. Et en termes de résultats, ce que ça nous donne de façon préliminaire, c'est une augmentation quand même très importante de ce qu'on appelle le taux de positivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nombre de tests positifs parmi tous les tests qui ont été faits. Alors, je vous rappelle qu'on a fait plus de tests, et pas mal plus de tests, aux deux seules cliniques sans rendez-vous dans l'Est et dans le centre-ville, l'Hôtel-Dieu et Chauveau. On a fait plus de 3000 tests en 2 jours. Et puis, ce qu'on voit, c'est que 3% environ de ces tests-là sont positifs. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quand même des cas qui étaient non détectés, qu'on est capable d'aller chercher avec cette opération-là. Dans les dernières semaines à Montréal, on était à un taux de positivité en bas de 1 alors, c'est quand même une augmentation notable à un moment où on avait moins de tests depuis un petit bout. Avec une augmentation, de voir plus de tests positifs, ça nous indique vraiment qu'il y a quelque chose à faire pour freiner la transmission. Je finirai en faisant un appel vraiment à toute la population d'être patient et puis de savoir qu'on travaille fort pour augmenter la capacité, pour venir en réponse à cet appel-là et qu'il y a quand même des cliniques sur tous les territoires. Il y a des cliniques de sans rendez-vous, je vous le rappelle, oui, à Hôtel-Dieu, puis dans l'Est, mais aussi à Montréal-Nord et des cliniques de dépistage sur l'ensemble des CIUS et sur l'ensemble du territoire du Grand Montréal pour ceux qui ne sont pas montréalais mais qui ont répondu à la demande. Alors, je vous amène aussi à faire appel à la ligne COVID pendant les heures ouvrables et le 811 à l'extérieur des heures ouvrables pour prendre rendez-vous si vous le pouvez. Alors, merci beaucoup et puis on continue afin de freiner la transmission et puis de se permettre de respirer à Montréal cet été en évitant une deuxième vague tout de suite. Questions? On va le faire en anglais et après ça, on va faire les questions. So thank you very much for being with us today. My name is David Kaiser. I'm a physician at Montreal Public Health, and I'm speaking on behalf also of the Director of Public Health, Dr. Drouin. We just wanted to provide an update on our screening operation that we started on Saturday. In order to provide some numbers, but also, first of all, to say a big thank you. I think that it's really important for me to say thank you to all of the people, and especially the young people that have gone out and gotten tested in the last few days. We've seen a really impressive response to our recommendation. We've increased over the weekend by about 50% the number of tests that were done compared to the weekend before, and we're really happy about that.
I also wanted to say a thank you, obviously, to all of our health workers that are working hard to keep up with that demand. And I know we've had feedback on the waiting lines, and we're very conscious of that, and we're working hard to make that, to improve that situation. And I just want to say that the entire health network in Montreal is working to keep up with that and to be able to respond to what has been a really formidable response. In terms of numbers, we are looking at an increase in what we call the positivity rate. So what that is the number of positive tests or the percentage of positive tests amongst all the tests that are done. And before the weekend, we were at a rate of about 1%, which means one positive test out of every 100 that is done. And what we saw from the tests that are coming in over the last few days is a rate at 3%. So that's 3 times as many positive tests per 100 tests that are done. And including the large increase in the actual number of tests, what that tells us is there really is something there that is worth continuing to deal with, that there are cases that wouldn't necessarily have been detected, and that bringing young people out to get tested is going to help us with the public health response. So I just want to finish saying that coming back to the mechanics of it, we know that people are going out to get tested and are meeting up with some waiting time. I would say be patient. Your desire to get tested is important to us, and it's going to help us do our work. There are screening clinics throughout Montreal and throughout the Montreal area. There are walk-in clinics also in Montreal North, and there is always the COVID line in 811. So I would encourage everybody to reach out, get tested. If you can get through a rendezvous, an appointment clinic, go ahead. And otherwise, looking at near where you live, the walk-in clinic that is closest to you, in order to get tested and help us continue to do our work. Thank you very much. Merci. Avant de passer à la période de questions, je vais vous donner 2 statistiques supplémentaires que Dr. Cadieux a pu vous donner. Pour l'Hôtel-Dieu, dimanche et lundi, c'est 1600 personnes qui ont été testées. Et pour la clinique Chauveau, c'est 1700 personnes qui ont été testées. Donc, ça fait beaucoup de gens. Et le numéro de téléphone pour que les gens puissent appeler 514-644-4545. On va passer à la période de questions. 2 questions par journaliste. Je vous rappelle, s'il vous plaît, prenez vos distances un petit peu. On veut vraiment respecter les règles. Je vais commencer avec Denis Thériault. J'ai une question pour vous. La ligne COVID de 8h à 18h du lundi au vendredi. Il y a de la congestion des 2 bars. On est en pandémie, même si on est en 2 vagues. Vous ne croyez pas que ce serait une bonne idée d'étendre ça? Moi, ce que j'entends, c'est que dans les centrales, un peu partout, ça va pas bien parce que les appels déferlent, puis là, à 18h, on ferme ça. Puis là, l'autre bar, ça bloque dans le coude. Vous dites quoi là-dessus? Je pense que c'est une très bonne question. Alors, sur comment prendre rendez-vous, et puis on reçoit bien ça. Je pense qu'on travaille à notre niveau avec les CIUS pour qu'on puisse répondre à la demande. Puis après ça, on travaille bien sûr avec le ministère sur la capacité de donner des rendez-vous. Alors, c'est sûr qu'il y a le 811 qui prend le relais quand la ligne COVID n'est pas disponible. Alors, il y a quand même un système de prise de rendez-vous. Et puis, ce qu'on doit s'assurer, c'est qu'il y a cette capacité supplémentaire quand il y a une augmentation de la demande. Et je dirais, de notre côté, santé publique, je suis très content. Le message qu'on a passé à la population a donné lieu à une augmentation importante de la demande. Là, c'est à nous et au réseau de le gérer. Je pense que c'est là le message à la population de dire on le comprend, on vous entend, puis on va continuer à travailler là-dessus. Je veux juste comprendre votre statistique de 3 de positivité oui. par rapport au 1 auparavant. Oui. Vous faites l'interprétation qu'il y a plus de monde, donc on en dépiste plus. En fait, pas qu'il y a plus de cas plutôt, parce que là, 1 3 le pourcentage devrait s'équivaloir qu'il n'y en ait pas beaucoup ou qu'il y en ait beaucoup. OK. Alors, il y a 2 chiffres là-dedans, effectivement. Le premier chiffre d'intérêt, c'est le nombre de tests qui sont faits. Et puis, comme j'ai mentionné, on a environ 50% plus de tests qui ont été faits en fin de semaine que la fin de semaine précédente, puis on voit que ça continue. On va avoir les chiffres au fur et à mesure. Alors ça, c'est le nombre de tests, où ce qu'on augmente de façon quand même importante le nombre de tests. Et puis, après ça, on a une augmentation du nombre de tests ou de la proportion de tests positifs. Alors ça, ce que ça nous dit d'habitude, quand on regarde ce chiffre-là, c'est un signal qu'il y a de la transmission plus élevée. Alors, vous avez peut-être pas vu les
les chiffres en avril-mai, mais on était à des chiffres très élevés, du 8-20 quand on était dans la crise dans les CHSLD. Et puis ça, c'était un signal que la transmission était très importante. Après ça, dans les dernières semaines, on est arrivé à des chiffres en bas de 1 0,5 ce qui veut dire, peu importe le nombre de tests, que la transmission est plus faible. Là, non seulement on a augmenté le nombre de tests, mais on voit qu'une plus grande proportion sont positives. Alors ça nous dit qu'il y a un signal là, qu'il y a de la transmission, et puis qu'en allant vers la population, on pense qu'on dépiste, on identifie des cas qu'on n'aurait pas identifiés nécessairement si on attendait à ce que les gens deviennent symptomatiques ou se prévalent du dépistage, si on n'avait pas lancé un message plus proactif. En complément, vous attribuez cette hausse-là à quoi? Là? Parce que en fait, c'est une très bonne question. On l'attribue à ce qu'on a vu depuis quelques semaines, plus de cas chez les jeunes, le déconfinement où il y a des milieux qui sont ouverts, puis on sait qu'on a plus de contact avec le monde, il y a plus de milieux avec un risque plus élevé qu'on a ouvert, en sachant qu'il allait falloir surveiller de près l'augmentation de la transmission. Là, on est quand même, je vous ai donné le chiffre en avril et le chiffre aujourd'hui, on est quand même dans un contexte de faible transmission, mais ça nous démontre que la transmission est quand même à la hausse depuis au moins la dernière semaine et il faut voir ce chiffre-là baisser. Concrètement, docteur, qu'est-ce qui va être fait par la santé publique pour accélérer le traitement? Parce qu'il pourrait y avoir des gens qui se font dire au téléphone, mais si vous vous déplacez, vous allez peut-être attendre 2h30, 3h, 4h avant de vous faire tester. Allez-vous ouvrir plus de cliniques? Qu'est-ce qui est dans les cartons? Oui, alors très bonne question. Alors la responsabilité des cliniques appartient à chaque CIUS du territoire. Il y a 5 CIUS et puis ils gèrent leurs cliniques. Ce qu'on fait, c'est de travailler avec eux pour identifier les besoins. Là, c'est très clair que pour nous, la capacité sans rendez-vous est importante. On voit que quand on a quelques cliniques de sans rendez-vous, les gens se déplacent vers ces cliniques-là et ça génère plus d'achalandage et des files d'attente à certains endroits. Ce qu'on veut, c'est du sans rendez-vous partout sur le territoire, notamment quand on a besoin de pouvoir absorber une demande plus élevée. Alors, c'est un message qu'on a véhiculé à nos collègues dans les CIUS. C'est un message aussi qu'on a partagé avec le ministère et où on est tous sur la même longueur d'onde, que la capacité sans rendez-vous est essentielle et partout sur le territoire pour qu'on n'ait pas une concentration à certains endroits de personnes qui peuvent accéder à un service plus rapidement que d'autres. C'est une question d'équité et une question de rapidité d'accès. Vous avez fait appel précisément aux travailleurs des bars, des restaurants. À quel point vous attribuez la hausse qu'on voit, qui est quand même importante selon vous, justement à ce milieu-là des bars et de la restauration? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, bonne question. Alors, je vais juste vous donner un update sur les chiffres. On a dit samedi qu'on est sorti, on a parlé d'au moins 8 cas qui ont fréquenté au moins 5 établissements. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est à plus d'une trentaine de cas minimum qui ont fréquenté au moins 9 établissements. Alors, c'est la raison pour laquelle on est sorti samedi. Alors, on voit que ça augmente. En réponse à la question, je vous dirais, est-ce que ça nous préoccupe? L'augmentation de la transmission nous préoccupe. C'est pour ça qu'on veut maîtriser la situation, avoir un bon portrait, pouvoir intervenir de façon appropriée. Est-ce que c'est juste les bars et les restaurants? Non. On sait qu'il y a des événements privés qui contribuent à ça. On l'a vu en Montérégie, on l'a vu ici aussi, des barbecues, des parties. Toute la région de Montréal est connectée en quelque sorte. Et puis les événements privés sont connectés, influencent la transmission dans des milieux plus publics comme les bars et restaurants. Alors, cette transmission-là nous préoccupe. Ce que je peux vous dire spécifiquement sur les bars, c'est que pour le moment, on a une très bonne réponse. On l'a dit samedi et je le redis, une très bonne réponse des propriétaires, des exploitants. Il y a des visites qui se sont faites par le SPVM et par nos équipes de santé au travail en fin de semaine. Et puis pour la vaste majorité, les mesures sont en place. Alors, on a cette confiance-là que les mesures, avec quelques exceptions, sont en place. Après ça, il y a les comportements des gens. Alors, il faut quand même trouver un équilibre entre ce que les bars peuvent mettre en place pour diminuer le risque et puis ce qu'on peut faire, toute la population peut faire
pour diminuer le risque. Et là, il y a du respect des consignes aussi. Et je finirai en disant les registres, je l'ai dit samedi, pour moi, c'est un outil essentiel. Et puis, si on ne voit pas un uptake rapide de cet outil-là, autant par la population que par les commerçants exploitants, bien, c'est sûr qu'on va regarder ça de près. Puis, l'obligation d'un registre dans un milieu comme un bar nous apparaît comme un outil très approprié pour pouvoir beaucoup plus rapidement retracer les contacts et puis freiner la transmission. Un suivi là-dessus, êtes-vous capable de faire des enquêtes efficaces? Là, on sait que dans les bars, des fois, les gens peuvent en perdre des bouts en cours de soirée. Êtes-vous capable de facilement faire des contacts pour éteindre des foyers de contamination? Je vous dirais qu'en ce moment, on a une équipe d'abord qui a l'habitude de retracer des contacts pour d'autres maladies dans de tels milieux. Alors, on a des équipes qui sont habituées à poser les bonnes questions puis aller chercher les bonnes informations. Je vous dirais qu'on est quand même sorti samedi en disant c'est plus difficile dans un bar quand justement il y a aussi l'alcool en jeu, puis les gens sont... C'est même pas nécessairement d'être de mauvaise foi, c'est juste que tu te rappelles pas tout le monde que tu as vu dans une soirée. Alors c'est pour ça qu'on veut ajouter la partie dépistage proactif, parce que si on retrouve des cas, bien, on peut plus facilement tisser ces liens-là. Il y a quand même un message à la population pour nous faciliter le travail, c'est les registres. Je vous invite à les utiliser vraiment de façon assidue et puis d'être collaboratif. Ce n'est pas une menace, c'est un appel que si vous ne collaborez pas, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher les informations nécessaires pour freiner la transmission. Et c'est là où on va devoir évaluer nos options si on ne peut pas l'aborder par nos outils habituels de santé publique. Je reviens sur les gens qui vont se faire tester. Vous avez fait un appel vraiment ciblé. Le profil des gens qui vont se faire tester et celui des gens qui ressortent avec un diagnostic positif, c'est quoi? Est-ce qu'on est encore dans le jeune 40-49? Bien, c'est pas jeune. Est-ce que on est tous jeunes d'esprit. 40-49? Ou on est vraiment dans les 20 ans? On est où là, dans le profil? C'est une très bonne question et on va être plus en mesure de répondre de façon complète plus tard dans la semaine parce qu'on est dans les enquêtes. Mais je vous dirais que déjà, pour les tests, et pour les cas positifs, on est effectivement dans la tranche plus, je vous dirais 20 à 39, mais plus ça que les 40 à 59. Là. On est vraiment plus, si vous vous êtes déplacé à l'Hôtel-Dieu ou à Chauveau, vous avez vu les gens qui sont là, il y a beaucoup de jeunes et jeunes. On est tous jeunes, mais des jeunes en début de vingtaine, puis trentaine. Alors, c'est ça qu'on voit dans les tests, et puis c'est aussi ça qu'on voit dans les cas. Mais on va être plus en mesure de dresser un portrait plus complet en ayant fait les enquêtes du début de la semaine et puis en voyant si ça se maintient. En follow, est-ce que vous êtes capable de donner une généralité là, sur comment la maladie frappe ces personnes-là qui sont souvent en meilleure santé que d'autres? En fait, en ce moment, en généralité, on sait que ces personnes-là sont plus souvent asymptomatiques, c'est sans aucun symptôme, ou ce qu'on appelle faiblement symptomatique. Des fois, mal de gorge, un peu de malaise généralisé, on ne se sent pas très bien pour un couple de jours, puis ça passe. Et c'est pour ça qu'on pense que probablement il y a une sous-estimation des cas spécifiquement chez les jeunes parce qu'ils sont moins portés à faire des maladies sévères, ce qui est très bien pour eux, mais ce qui rend plus difficile des fois le travail de santé publique. Alors, on va voir dans la semaine avec les enquêtes si ça se confirme. La proportion, par exemple, des tests positifs qui sont des personnes asymptomatiques, on va pouvoir le dire, mais en général, c'est ce qu'on voit jusqu'ici et ça explique un peu pourquoi des fois les jeunes accèdent moins. Il y a d'autres raisons, mais une des raisons, c'est que les symptômes sont simplement pas là. Alors, des fois, ça prend un dépistage plus proactif pour pouvoir aller les chercher. Sur la question des registres, est-ce qu'on sait la proportion de bars qui les utilisent? C'est une très bonne question et je n'ai pas une réponse aujourd'hui, mais on va le travailler. Comme je vous dis, il faut qu'on voit cette semaine. C'est une mesure qui a été annoncée en toute fin de semaine passée. Et puis, on a fait des visites en fin de semaine. Il y a probablement des visites qui vont se faire la fin de semaine prochaine de la même façon. Et puis, on va pouvoir avoir un portrait de l'implantation et réagir. Si on voit que c'est bien implanté, on va maintenir le volontaire. Si on voit que ce n'est pas du tout présent, on a déjà avisé nos collègues au provincial que pour nous, c'est une mesure qu'on regardait vraiment de très près.
Dans les 9 bars. Dans les 9 bars, justement. Bonne question. Alors, c'est que c'est des cas, non, il n'y a pas de registre. C'est des cas qui datent de la fin de la semaine passée jusqu'en fin de semaine, mais beaucoup, en fait, les contacts se sont faits il y a déjà 10 jours. Alors, quand on a un cas, les contacts dans les bars, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au 1er juillet d'ailleurs, c'est que les cas qui rentrent aujourd'hui, il y a des contacts souvent il y a une semaine. C'est comme ça que la maladie opère, c'est qu'il y a une période d'incubation. Alors, c'est sûr qu'il n'y avait pas de registre il y a 10 jours. Prospectivement, on va pouvoir en fait, vous dire vers la fin de la semaine, s'il y a d'autres établissements qui s'ajoutent, est-ce qu'il y a ce registre-là qui nous aide à faire notre travail? François Carabin, bonjour, Dr Kaiser. J'aimerais revenir sur les files d'attente que vous avez mentionnés. On a ici des informations qui concordent à l'effet que c'est des attentes de 2 heures et plus, peut-être même 3 heures. En fait, je me demandais d'abord si vous avez contacté le réseau de la santé avant de demander aux gens d'aller se faire tester samedi. Puis sinon, c'est-à-dire, si oui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on assiste à des files d'attente aussi longues dans le réseau de la santé? Là, ça fait 3 mois, 4 mois de pandémie. On ne devrait pas être prêt, là? C'est une très bonne question. Alors, première partie de réponse, oui. On a contacté nos collègues dans les CIUS pour les aviser. Ceci étant dit, on voyait un signal, je vous l'ai dit samedi, on voulait réagir rapidement. Alors, on est sorti samedi en sachant qu'il ne faisait pas beau puis il y avait un samedi soir en vue pour vraiment passer aussi le message qu'il y a un risque réel et qu'on veut que les gens fassent attention. Alors, on a contacté nos collègues, mais c'est certain qu'il n'y avait pas beaucoup de préavis. C'est une décision qui a été prise rapidement pour répondre à un signal qui nous préoccupait. Après ça, on est en contact quotidien avec nos collègues dans les CIUS. Et puis, les files d'attente, je dirais 2 choses. La première chose, c'est que la capacité sans rendez-vous sur le territoire, je vous le répète, c'est un besoin à Montréal qu'on a exprimé. Et je pense qu'on va voir dans les prochains jours la capacité d'augmentation dans les différents CIUS. On l'a dit, à l'Hôtel-Dieu puis à Chauveau, dans l'Est, on a augmenté presque du simple au double le nombre de tests en peu de temps. Alors, il y a quand même une capacité d'augmenter les tests. Et puis, pour finir, je reviendrai sur l'élément plus de personnel, où on le savait samedi en sortant. Pour nous, c'est un enjeu de santé publique très préoccupant. On voulait être réactif, passer le message rapidement, mais on sait qu'on est à un moment dans l'année où il fallait donner de l'espace et des vacances à des employés de la santé qui travaillent d'arrache-pied depuis 4 mois et de les ramener et d'augmenter la capacité. Ça va prendre quelques jours, on le savait. Mon message à la population, c'est patience. Déjà, on a une réponse vraiment incroyable. Et puis, dans les prochains jours, on travaille pour que la capacité de dépistage soit augmentée. La réalité entre la réouverture des bars et le retour à l'école en septembre s'entrechoque souvent. J'aimerais savoir pour la Direction régionale de santé publique de Montréal, quelle est la priorité? Est-ce que c'est le retour à l'école ou la réouverture des bars telle Je ne suis pas certain que je saisis la question. Désolé, peut-être répéter ou formuler autrement. Je peux revenir. Souvent, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus récemment que la réouverture des bars pourrait générer un plus grand nombre de cas. Oui. Vous l'avez dit, c'est un des endroits où il y a plus de potentiel d'éclosion. Est-ce que ça met en danger un retour à l'école en septembre? Bonne question. Pour moi, bien sûr, on a une perspective globale sur la situation COVID à Montréal et puis on sait qu'il y a des liens entre différents milieux. Ceci étant dit, un lien direct entre ce qui se passe dans la population de jeunes adultes, bars, milieu party, milieu privé, et puis ce qui se passe à l'école, je vous dirais que c'est 2 choses quand même assez différentes. Il y a des raisons cliniques, épidémiologiques. C'est que les jeunes enfants, les enfants d'âge scolaire, on sait qu'ils sont moins bons à transmettre la COVID. C'est quand même utile dans un contexte comme une garderie ou une école. Et puis, on sait que dans ces milieux-là, on est capable de rapidement identifier des cas et puis les contacts
on le fait déjà. On a des cas ici et là qu'on doit retracer. Et puis, c'est des milieux quand même très structurés où on est très efficace dans le suivi des cas. Alors, je dirais que c'est un milieu où on est confiant, qu'on a les outils pour pouvoir gérer ça et où il n'y a pas nécessairement une interface directe avec ce qui se passe en ce moment dans les bars avec plus la population de jeunes adultes. Où ce que je vous dirais, c'est des outils plus adaptés à cette population-là et ces milieux-là. On termine les questions en français avec Guillaume Cyr et après ça, on passe aux questions en anglais avec Elisabeth Nogales. Oui. Pour venir sur les 30 cas, dans 9 établissements, bars et restaurants, savez-vous un peu quels sont les établissements ou dans quel quartier sont ou quel arrondissement peut-être? Oui, c'est une bonne question. Puis samedi, on a dit, on a pris la décision de ne pas diffuser une liste évolutive des bars. Et puis la raison principale, c'est qu'on veut que le message soit pour l'ensemble de ces milieux-là, puis pour l'ensemble de la population qui les fréquente. Ceci étant dit, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des... en fait, dans ces cas-là et ces établissements-là, il y a souvent plusieurs établissements qui ont été visités par différents cas, qui sont des cas qui sont liés et d'autres cas qui ne sont pas liés, et que ça touche quand même plusieurs secteurs allant de l'ouest à l'est de Montréal. Il n'y a pas une concentration particulière à un endroit jusqu'à maintenant. Et je l'ai dit samedi, je le redis, si on voit qu'il y a quelque chose de plus spécifique dans un secteur de Montréal ou un milieu plus spécifique, bien, on agira de façon plus ciblée, mais pour le moment, on va vraiment avec l'approche populationnelle. Okay, excellent. Puis sinon, une autre question, est-ce que le message reste le même dans le fond? Est-ce que vous demandez à tous ceux qui ont fréquenté des bars dans les 2 dernières semaines, d'encore se présenter au dépistage? Oui, ce message-là tient tant et aussi longtemps qu'on ne la change pas. Et puis j'ai dit samedi que ça allait être une mesure temporaire. C'est sûr que c'est pas pour toujours. C'est vraiment pour nous donner un portrait. Je vous dirais que là, après 2 jours de dépistage, je vous ai mentionné les signaux qu'on voit qui nous indiquent que ça vaut la peine d'avoir ces informations-là qui vont nous permettre de mieux comprendre. D'ici la fin de la semaine, c'est pour moi vraiment le timeline pour poser un regard là-dessus puis de dire, avec tout ce qui s'est fait pendant la semaine en termes de dépistage, ce qu'on a comme résultat, c'est quoi la prochaine étape? Dernière question en français. Juste pour clarifier ça, temporaire dans votre tête, on parle en jour ou en semaine? Je ne pourrais pas répondre en jour, en semaine, mais je vous dirais que de courte durée. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'intention de maintenir pendant des mois, ça c'est certain. Est-ce que la semaine prochaine, on va toujours voir une pertinence à ça? Est-ce que la recommandation peut être plus ciblée en fonction de ce qu'on trouve cette semaine? C'est possible, mais c'est vraiment, il faut comprendre l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des données utiles à l'action et en ce moment, on commence à les recevoir. On va en savoir plus vers la fin de la semaine. My mic is broken, so I'm sorry. I'm just going to have to step in. I don't want to get in anybody's shot. This is for my colleague. She said she's been speaking with a lot of young people who have been tested over the weekend, and they've been waiting 4, 5, 6 hours. So she's wondering if the city has any plans to open up even more test centers specifically for those who want to get tested because of the bars. Yep, that's a great question. And the first part is, I'll just repeat that we understand that there have been waiting times over the last few days, and I think the message remains that from a public health perspective, I'm really happy that people, especially young people, have taken up this recommendation, and I would really say, please help us help you, be patient, and we're working on it. Is there a plan to open up more test centers? We have been in contact over the last 3-4 days regularly with our colleagues in the CIUS. The CIUS run the testing centers, and we recommend what we think is needed. And I can tell you that from a public health perspective, walk-in clinics, so sans rendezvous, is needed across the island of Montreal. It's not the case right now, and we really believe that that's part of the solution to reducing the waiting times in the few testing centers that do walk in, because they've taken an impressive amount of people in the last few days. They've upped their capacity by half at least, but we really feel that walk-in capacity across the island of Montreal is essential, and that's a message that we've brought forward since Saturday and well before to all of our colleagues in the CIUS. So we hope that in the next few days that capacity will be increased across all of the CIUS in Montreal.
Valeria Correa-Manocchio. And can I say one thing que j'ai pas dit en français? Je veux dire en français. C'est important pour les gens là, la région de Montréal. Il y a Montréal, puis il y a les environs, et puis des fois les messages que les gens reçoivent sur le 811 ou la ligne COVID peuvent être différents, dépendant de leur région de résidence. Pour nous, avec notre appel à tous de se faire dépister si on était dans un bar, il faut être clair que si vous n'avez pas de symptômes et vous n'avez pas été en contact avec un cas connu, vous n'avez pas à vous isoler en attendant votre test ou en attendant votre résultat. Je pense que c'est un message très important pour des gens qui travaillent, qui ont d'autres choses à faire. Si vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas à vous isoler. So in English, I just want to say that because I think it's important is that with regards to this recommendation, I just want to clarify for people who are waiting for a test or waiting for a result that if you don't have symptoms, and if you haven't been in contact with a known case, so if you're not a contact of a known case of COVID, you don't have to self-isolate waiting for your test or waiting for your result. So it's very important. If you're symptomatic, if you have symptoms of COVID, if you're a contact of a case, you need to self-isolate. If you're going because you were in a bar last week and you're taking the initiative to go get tested, you don't need to self-isolate waiting for your test. So very important message. I think in French I had heard you say of the at least 30 cases that frequented 9 different drinking establishments. And you're saying obviously there's an increase in transmission. Like, I'm wondering just how concerning this is, and I mean, like, is there a point, at what point do we say, like, okay, bars or like other places where transmission is higher, like at what point do we sort of like, you know, maybe consider closing? Yep. So I said on Saturday, and I'll repeat, that for me, the objective is not to close bars and clubs and drinking establishments. And in fact, the objective is to avoid that if we can. So I think that's the first part. And the second part is, when will we know if we need to do something more? I think right now what we have is, yes, a number of cases that are kind of spread out amongst a number of establishments and across the island. We have more cases in young people since a couple of weeks. With the screening results of the last 2-3 days, we have an increase in what I said, positivity rate, so probably more asymptomatic cases and cases that we're picking up with proactive screening. Between now and the end of the week, we'll have completed a lot more of those investigations of people who went to get tested based on our recommendation. And obviously, if that provides us with a very alarming picture, then we'll take action. I would say we're going to be very careful in terms of what that action is so that we don't do more harm than good. And that's always the perspective more globally, is to say we want to limit transmission. And so we need to look at all of the interactions between, say, private parties, bars and restaurants, workplaces, the places where people are and where they move and live their lives. And because of that, I wouldn't say that closing bars is on our horizon right now, because there are a lot of other risks that are contributing probably to this transmission, and that we'll have to evaluate in looking at what are the best actions. That being said, I said it very clearly, registries for me are an easy tool from a public health perspective to help us do our contact tracing, and they may also have a bit of a role in helping people realize that when you go into a bar with a bunch of friends, this is a place where transmission is a little more likely. And so if you're signing in and out, there may be a little bit of an effect there in terms of educating people as to the behaviors that they need to be respecting to limit that risk. So closing bars, we're not there. Registries to be continued this week, but we'll definitely take action if we see a more alarming portrait. Phil? Sorry, I can't. Marianne, I just asked, Phil's going to ask oh, okay. and then you after. Okay, cool. Phil? So at what point does it become alarming? I mean, how significant is the rise in increasing rate from 1% to 3%? So that's a great question. Right now, this is based on a couple of days of data, and what it represents in real numbers is an increase of 10 or 15 cases a day, because it's still a low positivity rate, and we're not doing as many tests as we did at the height. So it's a relatively small increase in the number of cases per day, but if it's sustained, and if we don't feel that we can get on top of where transmission is happening and stop it,
then that's what's more alarming. So for me, that's why I say I keep coming back to the idea that we need to do the investigations from these next few days to see if, when we're putting all that together, we can make sense of it and say, okay, we understand where transmission is happening and we can stop it. If we don't feel that we can get a handle on that and we see cases continue to increase, I would say that's more what I would call alarming from a public health perspective. So right now we see an increase, we have ideas of how that's happening, but that's why we went out on Saturday and said get tested so that we can try to put those puzzle pieces together more quickly and really be able to target the most important risks. Marian? So for the geographic increase, we've seen over time at the beginning a lot of cases in the west end of Montreal, Côte Saint-Luc, then Montreal North became a hot spot, then we were hearing about Hochelaga, Maisonneuve. Tell us what's happening geographically, yep. And how can this question of transmission in bars possibly affect that? Do you have any data on that yet? That's a great question. So on the first part, we have much lower number of cases since quite a few weeks, and so this is just a mathematical issue, is that when you have small numbers, there's a lot more variability, and so it's not the same as when we had huge numbers of cases and you could really say, okay, there's a hot spot here and a cool spot here. So it's maybe not a very satisfying response, but that really is the case. We see, you know, one week it'll be a little more here, and another week a little more there. I can't say that there's really a sustained hotspot over the last 2 weeks in terms of place of residence. So when we map the cases, and we'll put out new data today, our weekly kind of more bigger report where we have the maps of the boroughs and of the sectors of Montreal. It changes from week to week, but they're all small numbers and there isn't really a clear hotspot pattern. So that's the first part. And second part is, how is this contributing to what we see on the island of Montreal? That's a bit of what we're working to figure out by increasing testing and getting more young people tested, because we know that, for example, fictitious case, but somebody goes to a grocery store on Saturday morning, goes to a hardware store on Saturday afternoon, takes an Uber to the bar on Saturday night, and then meets up with friends at 3 other bars on the same night. We know that our recommendation is targeting the fact that they visited a bar, because we know that that's linked to more certain groups of the population that were getting tested less and some riskier behaviors. But we know that that's linked to other parts of the community, and that's what we see it already in our investigations, but that's what we'll try to figure out more is, are there links there that help us better intervene? Peut-être une question en français, puis après ça, on va faire Phil Carpenter en solo. Yeah, I'm just wondering, why is it that people who are waiting for testing do not have to self-isolate even if they don't show any symptoms? So this is not specific to this recommendation. It's really the recommendation in general for testing is that asymptomatic individuals, so people without symptoms that don't have a known contact with the case, don't need to self-isolate waiting for their test. So that's the recommendation that applies in any kind of call for testing, or in the way that we manage testing for asymptomatic individuals that haven't been in contact with the case. So it's very important, because if your friend developed COVID, the fact that you don't have symptoms doesn't put you in that category. If you have a contact, you should be self-isolating either way, and definitely waiting for your test result. But if you don't have a known contact, you don't have symptoms, you don't need to self-isolate waiting for your test result. François? Très rapidement, vous avez évoqué des besoins dans le dépistage sans rendez-vous. Êtes-vous ouvert à ramener les cliniques mobiles de l'ASTM? C'est une bonne question. Les cliniques mobiles, c'était une initiative de chez nous. Et puis, c'est en réponse, comme vous le savez bien, à une situation épidémiologique très préoccupante dans certains secteurs de la ville, dont Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies dans le temps, mais on l'a aussi utilisé dans tous les secteurs de la ville. C'était une réponse qu'on jugeait importante à ce moment-là pour venir en aide à un réseau qui était déjà saturé en termes de capacité, et puis une population qui était, disons, plus facile à identifier de manière géographique, on va dire. Alors, un arrondissement, on peut aller parquer un bus à quels endroits dans l'arrondissement, puis aller chercher ce qui se passe dans cet arrondissement-là. Ici, je vous dirais que ce n'est pas quelque chose qu'on envisage à court terme pour 2 raisons.
Première raison, c'est qu'il y a beaucoup de capacités de tests qui ont été ajoutées dans les derniers mois en termes d'analyse. Et puis, le travail qu'on a à faire, c'est plutôt de permettre aux gens d'accéder au sans rendez-vous et puis d'augmenter le nombre de tests qui peuvent être faits parce que les analyses, on peut les faire. Et deuxième, c'est qu'on n'a pas une population où ce qu'on peut dire, bien, on va aller dans tel arrondissement ou dans tel secteur et aller capter ce qu'on veut parce que c'est partout sur le territoire. Alors, c'est sûr qu'on a une discussion avec les CIUS qui sont responsables du dépistage et qui seraient responsables d'un volet mobile. Il y a d'ailleurs des volets mobiles dans au moins 3 des 5 CIUS. Alors, il y a des aspects, des volets mobiles, par exemple, dans l'Est, dans notre CIUS Centre-Sud et dans le Centre-Ouest. Mais c'est sûr qu'on voit avec eux, est-ce que ça doit être ajusté pour aller capter peut-être certains secteurs, mais c'est pas si facile quand on fait appel à une grande population dispersée sur le territoire. Merci. Marianne? I just have one last question. Have you noticed any other kinds of establishments besides for restaurants, Yep. movie theaters, anything like that? So, great question. I would say the other locations or types of situations where we've seen transmission in the last couple of weeks are workplaces, obviously. So that is something that we're following closely and that our occupational health team is very mobilized with regards to. And so workplaces are definitely a place that we a category that we need to be on top of because people who work also live in the community and also do other things. So that's one. And the second I would say is what I mentioned before is private events. So whether that be a barbecue, a house party, a wedding, a funeral. So not so much public locations. We don't have any outbreaks related to grocery stores or restaurants at the present time. That isn't what we're seeing, but we're definitely seeing private events that are generating cases and contacts. And I think a good illustration in the Montérégie, where it's a little been going on for a little bit longer, is that those things play into each other. People who go to a party generate contacts, they go to a bar, they generate contacts, they go to another party, they generate contacts. And so that's really where we're seeing much of the transmission that we can identify. OK. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté la distance. Merci beaucoup. Très apprécié.